Bonsoir, chers fidèles téléspectateurs de l'Afia TV. Vous êtes à la bonne adresse, Canal Plus 235. Vous pouvez suivre cette émission sur Facebook, sur notre page officielle Facebook à l'Afia TV. Aujourd'hui, nous recevons sur le plateau de l'Afia Hebdo votre débat politique préféré, trois personnalités importantes, à savoir Astou Nathalie Sidibé, qui est la présidente de OpenStreetMap Mali, OSM Mali. Astou Nathalie Sidibé, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Voilà, ensuite nous allons également présenter Dora Cheikh Diarra, qui est le secrétaire à l'organisation du bureau politique du parti Sadi. Merci Dora Diarra. Merci beaucoup, merci. Vraiment, c'est un honneur d'être avec vous ce soir. Et nous avons également Abdelaziz Oumar Diallo avec nous. Il est analyste politique. Abdelaziz Oumar Diallo, merci d'être là. Merci beaucoup. C'est plutôt à moi de vous remercier. Et je ne manquerai jamais de mettre mon expertise à la disposition de l'Afia Hebdo. Avec l'arrivée de l'Afia Hebdo, les gens sont émerveillés. Merci beaucoup. Donc, nous allons décrypter ensemble les sujets qui font l'actualité de la semaine, à savoir les assises nationales, l'affaire dite équipement militaire et avion présidentiel. Nous allons également ébaucher la question des avions cloués au sol. On en parle très peu. Également, la cherté de la vie. Vous avez certainement pu suivre l'actualité de cette semaine. Ce jeudi, il y a eu une marche pacifique qui a été organisée par le Front populaire contre la vie chère. Donc, ce sont entre autres sujets qu'on va essayer de débattre, chers téléspectateurs, excusez-moi. Sur ce plateau, d'abord, nous allons commencer avec ce sujet qui fait l'actualité. C'est d'abord la vie chère. La vie chère, on va commencer avec Astou Nathalie Sidibé qui va nous expliquer un peu comment est-ce qu'elle vit cette cherté de la vie et quel est son point de vue sur la question. Astou Nathalie Sidibé, qu'est-ce que vous en pensez de cette marche pacifique et concrètement sur le terrain, est-ce que vous le vivez? Vous vivez cette situation? Merci beaucoup pour la question. Alors, je pense que la manifestation qui a été organisée le jeudi, c'est une très bonne chose, c'est une très belle initiative que les citoyens décident vraiment, après un constat, décident de se mettre ensemble pour manifester quand même dans le but que les autorités puissent remédier, puissent vraiment prendre en compte ce que les populations visent parce qu'ils sont là pour les populations. Alors donc là, moi je trouve la manifestation salutaire. Et la vie chère, on le vit tous les jours, on le sent. Et de Bamako, de Caille jusqu'à Kidal. Donc nous vivons cette cherté de la vie, tout est cher. Et le mobilier est cher, la nourriture est chère, tout est cher. Et je pense qu'il faudra vraiment aux autorités de mettre en place un mécanisme pour aider les populations à pouvoir vraiment vivre de leurs revenus. Absolument. Dora Diarra, est-ce que la vie, est-ce que tout est cher en réalité? Je pense peut-être qu'il y a quand même pas mal de progrès. Des progrès, bon, c'est difficile d'en parler. En tout cas, avec tout ce que les citoyens vivent de tous les jours, quand on regarde le pouvoir d'achat du Malien, rares sont ceux qui gagnent $1 par jour. Et donc, aussi, la vie va avec certains droits. Il y a des besoins fondamentaux. Il faut se loger, il faut se soigner, il faut manger, il faut scolariser les enfants. Hein, et quand on vraiment regarde tous ces besoins-là aujourd'hui, vraiment, ce n'est pas facile de les satisfaire avec le pouvoir d'achat des citoyens maliens. Mais le problème, c'est quoi? C'est que le Mali, quand même, est un pays qui fait frontière avec cet autre pays. Donc, normalement, c'est un atout
Mais pourquoi, malgré toute cette situation favorable à nous, nous connaissons encore ces difficultés? Il faut voir tout ceux qui gagnent même un peu là, c'est eux qui se révoltent tous les jours. Les enseignants, ils gagnent un peu. Ils demandent encore plus. Eh bien, ceux qui gagnent la petite bourgeoisie, c'est celle-là qui réclame. Mais il y a le peuple. Quand je dis le peuple, je vais parler de ceux-là qui ne font que donner, mais qui ne reçoivent pratiquement rien ou presque rien des autorités. Je vais parler des paysans, je vais parler des éleveurs, je vais parler des ouvriers, je vais parler de toutes ces populations déplacées du nord, du centre du pays. Et donc, ils doivent faire face à cette difficulté. C'est pourquoi ceux qui ont initié la marche, vraiment, sont à saluer. Il faudrait qu'on trouve des solutions, et les solutions existent. Vous savez, un pays qui ne fait que vendre, mais qui ne produit pas, qui ne crée pas de la richesse, qui ne fait qu'acheter. Au Mali, aujourd'hui, quand vous faites le constat, c'est à tous les niveaux. Quand vous allez même dans les institutions, vous allez voir que tout ce que vous allez trouver comme meuble, tout ce que vous allez trouver comme outil de travail est bien importé. Les tables qui sont là-bas ne sont pas fabriquées par nos menuisiers. Les rideaux qui sont là-bas ne sont pas fabriqués par nos tailleurs, ainsi de suite. Donc, c'est tout à fait normal que l'argent qu'on sort est plus important que l'argent que nous recevons. Donc, forcément, la conséquence est cela. Et aujourd'hui, pour trouver la solution, il faudrait bien que les autorités trouvent un moyen pour inciter à la production et trouvent un moyen également pour contrôler les marchés. C'est vrai, on parle de liberté économique, mais il faut quand même diriger certaines choses. Donc voilà, c'est ce que moi je peux dire par rapport à ça. En tout cas, je dis bien félicitations aux initiateurs et je demande aux citoyens de se réveiller parce que c'est comme ça qu'on va trouver des solutions. Donc Abdelaziz Oumar Diallo, il est clair que les calebasses des ménagères sont de plus en plus vides. Ne plus les paniers. Voilà, si vous voulez. L'État subventionne quand même, je ne sais pas, certains denrées. Et nous sommes évidemment un pays continental. On n'a pas d'accès à la mer, et donc pas de port. Qu'est-ce qui est en train de freiner, au-delà de ces aspects-là, le développement socio-économique? Effectivement, aujourd'hui, quand nous essayons de voir la situation en face, chaque situation, il faut voir le contexte dans lequel nous sommes. Donc nous sommes dans une situation d'exception aujourd'hui. Donc il est important que la vie soit chère parce que nous sommes en train de rouler sur fonds propres. Il y a beaucoup d'aides, de financements qui sont coupés. Donc nous sommes obligés de rouler sur fonds propres. Maintenant, quand on dit qu'on roule sur fonds propres, on est obligé souvent quand même de faire pression sur nous pour pouvoir accepter cette incitation. Maintenant, c'est vrai, l'État... Est-ce qu'on ne fait pas assez de pression? L'État est en train de faire le maximum, je te dis le maximum de ce que l'État décide de ce qu'il peut faire. Vous avez vu la dernière fois, il y a eu, sous la tutelle du ministre du Commerce, il a rencontré les boulangers, il a rencontré ceux-là qui vendent la viande, les bouchers, pour pouvoir avoir une solution à l'amiable. Maintenant, cette solution à l'amiable a été prise. Maintenant, le problème, c'est quoi? Lorsque l'État prend des engagements avec ces gens-là, l'État ne fait pas de suivi sur le terrain. Souvent, on peut signer tout de suite un accord, on dit qu'il faut baisser, nous aussi on va vous faire des faveurs, mais tu vas voir, les prix ne descendent pas, on ne sent pas si le terrain... À qui la faute? La faute, c'est l'État. Quand vous essayez d'avoir des engagements... C'est à l'État de descendre... Non, si, exactement. Il y a une direction qui est là. Il y a une direction nationale pour la concurrence qui est là. Il y a des gens qui travaillent au sein de cette direction. Ils sont payés pour ça. Ils sont payés pour ça. Alors, c'est quoi? C'est de descendre. Les Maliens aussi, souvent, c'est quoi? Souvent, on accuse trop l'État. Mais la responsabilité, souvent, ça nous incombe. Voilà. Parce que le problème, souvent, il y a des gens... Les gens pensent qu'il y a une situation exceptionnelle. Nous aussi, on profite de cette situation exceptionnelle pour pouvoir augmenter certains prix. Malgré que l'État subventionne... Les commerçants, malgré que l'État subventionne certaines choses, certains denrées alimentaires, mais souvent les commerçants profitent
pour dire que parce que les frontières sont fermées, je ne sais pas, etc., on va essayer d'augmenter les prix. Maintenant, ce qui va nous amener vraiment à une citoyenneté active. Il faut que les gens pensent que vraiment, ce n'est pas parce que nous sommes dans certaines situations que nous devrons penser à augmenter certains prix. On ne peut pas, si aujourd'hui l'État faillit, c'est la population qui va faillir. L'État a souvent fait de son mieux. Mais il faut que tout le monde comprenne que la situation dans laquelle nous sommes, il faudrait que vraiment chacun s'y donne, chacun s'y mette pour que nous puissions sortir de l'ornière. Mais plus nous mettons la pression sur l'État, c'est vrai, c'est normal, la vie est chère, les gens vont sortir pour aller montrer ça, pour aller montrer leur mécontentement. L'État, ils sont dans leur rôle. Mais il faut que nous nous mettons nous-mêmes en cause. Merci. Nathalie Sidibé, quelle solution préconiserez-vous pour réduire cette difficulté économique dans laquelle les Maliens vivent? Alors, avant de parler des solutions, j'aimerais revenir un peu sur ce qu'a dit mon frère. Et moi, je pense que déjà, ceux qui vivent, comme vous l'avez si bien dit, qui vivent réellement cette cherté de la vie, les éleveurs, les agriculteurs, ils ne parlent pas. Je pense que ceux qui, ici au niveau de Bamako, ceux qui ont l'habitude d'organiser ces genres de manifestations, ces fonds jouent aussi les porte-parole. Ils sont la voix de ces citoyens qui n'ont pas la parole. Donc, je pense que c'est ça. Et par rapport aussi à la production, je pense que nous ne valorisons pas ce que nous produisons. C'est ça le problème. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, que nous produisons... il a parlé de meubles, par exemple. Quand vous entrez dans les administrations, on voit tous les meubles sont importés. Et, alors que ici, au niveau du Mali même, nous avons des menuisiers, nous avons des gens... Exactement, je pense que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est cette volonté de valoriser ce que nous-mêmes nous produisons. Et tant qu'on n'arrive pas à valoriser, tant qu'on a honte de ce que nous produisons nous-mêmes, nous préférons aller acheter la contrefaçon en Chine, et parce que c'est moins cher, mais c'est parce que c'est joli. Donc on laisse pour nous, c'est ça le problème. Donc il faudra vraiment sensibiliser à partir déjà depuis le sommet, parce que c'est les administrations, c'est l'État qui paye ces meubles et autres. Donc il faudra déjà qu'au sommet, on valorise ce que nous produisons. Et à partir de là, donc, les citoyens aussi... c'est le consommer local. Exactement. Exactement. Et le Covid nous a montré aujourd'hui qu'il faut vraiment produire, qu'il faut vraiment consommer local, qu'il faut vraiment valoriser ce que nous produisons. Nous sommes le Mali, c'est vrai, et on a quand même des terres qui peuvent être exploitées, des terres qui sont déjà exploitées. Et voilà quoi, donc je pense qu'il faut un tout petit peu pour amener les citoyens à consommer le local. C'est vrai, il faut produire, mais il faut aussi transformer véritablement. Oui, vous êtes d'accord? oui. Non, ce que je veux dire, c'est clair quoi. C'est clair, je pense qu'aujourd'hui, la solution, c'est essentiellement l'État. Oui. Les types d'État qu'il faut. Quand vous avez lorsque l'appareil d'État est tenu par des gens qui sont dans l'industrie, qui sont dans le commerce, qui sont dans les secteurs d'activité, c'est eux qui doivent trancher, c'est eux qui doivent réguler. Mais en même temps, ils sont aussi opérateurs, c'est-à-dire qu'ils sont juges et parties. C'est ce qui amène des situations comme ça. Sinon, il est bel et bien possible de trouver une situation. C'est un problème structurel. Une solution. La solution est simple. Nous avons, quand j'ai parlé de production, effectivement, madame a pris en partie, c'est-à-dire certains aspects de mes préoccupations. C'est vrai qu'il y a une production qui s'est faite. Mais cette production-là doit être soutenue par un pouvoir public pour qu'elle puisse satisfaire les marchés nationaux et vous activez en fait la politique économique nationale. Mais absolument, absolument. Il faut voir, je prends un exemple, comparaison n'est pas raison. Un moment, quand ça n'allait pas du tout, il n'y avait pas d'emploi aux États-Unis d'Amérique, qu'est-ce que le président Trump a fait? Il a décidé d'adopter une politique protectionniste qui a obligé les entreprises américaines qui sont installées ailleurs parce que la main-d'œuvre est moins facile, parce qu'il y a trop de corruption, on peut avoir tout ce qu'on veut, et puis c'est plus facile, on gagne beaucoup plus. Il a obligé ces entreprises de revenir ou d'être taxées
eh bien, comme les entreprises étrangères. Et cela a permis, eh bien, en tout cas, de trouver une solution. Ça veut dire quoi? Que même ceux qui parlent de libéralisme, les laisser-faire économiques, à des moments, ils décident eh bien, de jouer leur rôle. Vous partagez ce point de vue-là rapidement? Non, moi, ce que je voulais dire, c'est que comment on appelle, Donald Trump a fait le protectionnisme. On ne peut pas l'appliquer ici. Parce que Donald Trump, l'Amérique, les États-Unis, l'Amérique, c'est une grande puissance. Ils ont des entreprises à l'extérieur. Mais nous, on n'en a pas. On n'a pas des entreprises à l'extérieur. On n'a pas des entreprises, on a des entreprises. On en a peut-être. On n'a même pas, même au niveau national, mon cher, il y a pas, tu vas voir, il n'y a pas d'entreprise pour l'État. Tout a été privatisé. Aujourd'hui, quand on prend l'exemple sur Lucoma, aujourd'hui, Lucoma, il n'y a rien, absolument rien. Tout est fermé. L'achèvement qui était à notre disposition, l'achèvement est privatisé. Donc, presque, quand on va voir la liste, l'État n'a pas des entreprises sur lesquelles il peut compter. Mais nous sommes obligés d'aller vers les privés. Maintenant, les privés, voir dans quel sens nous pouvons, comme il a si bien, il a dit un mot important, l'État joue le rôle des régulateurs. C'est-à-dire que l'État crée les conditions des business. Comment les affaires, comment les hommes d'affaires peuvent intervenir sur le plan de droit. C'est important. Alors, maintenant, pour la vie chère, pour revenir à la vie chère, mon cher, tu sais, la vie chère aujourd'hui, il faut essayer de comprendre. Il ne faut pas qu'on cherche ailleurs. Le problème, c'est ici, chez nous. Tout le problème aujourd'hui, c'est surtout au niveau de la viande. La viande, ça monte. Ça ne peut plus descendre. Parce que quand vous essayez de voir ceux-là qui sont à Gao, qui doivent amener de baies, ils ne peuvent plus venir. Parce que tu ne peux pas prendre les risques de charger 12 camions de baies, en cours de route, on prend les baies. Donc tu es obligé, tu préfères aller facilement au Niger pour les vendre. Pour les facteurs sécuritaires. Pour les facteurs sécuritaires. Donc tant que les facteurs sécuritaires, on n'arrive pas à jouer sur les facteurs sécuritaires, ce n'est pas du tout bon. L'autre côté de la vie chère, c'est quoi? Les gens qui sont dans le sud du Niger, là, si bien il y a des terres cultivables, ils ne peuvent plus cultiver. Ils ne peuvent pas cultiver parce que quand tu cultives, on ne te donne même pas l'opportunité de cultiver. Les terroristes sont là. Les terroristes sont là. Souvent, tu prends le risque de cultiver, on attend jusqu'à la fin de la récolte, on vient prendre la récolte. Donc, cela veut dire que c'est ici. Donc, l'État doit essayer de voir dans quel sens nous pouvons jouer sur le plan sécuritaire. Une fois que nous arrivons à avoir la solution au plan sécuritaire, je pense que la vie chère, on peut trouver on va parler juste un petit mot. On va parler d'un autre sujet. Il y a beaucoup de sujets. Donc, à l'État maintenant de jouer son rôle pour... Nathalie, il y a beaucoup de sujets. Moi, je veux juste dire une idée qui me paraît vraiment très, très capitale. Je souhaite même, pas pour finir, je souhaite que Baba, en tant que stratège, je sais qu'il peut nous proposer. C'est vrai. C'est-à-dire que nous vivons les conséquences pas d'une politique, mais de la malgouvernance, ça c'est clair. C'était ce qui nous a amené tout cela. Okay. Mais ce qu'il faut dire, ce n'est pas des entreprises étatiques que Trump a obligé de rentrer. C'est des entreprises nationales. Moi, je ne parle pas d'entreprises, je parle d'entreprises nationales. D'accord, c'est bien compris. On va parler de notre sujet. Dora, rapidement, cette actualité, hein, on a tous vu certainement sur les réseaux sociaux le calendrier de la mise en place de l'OUJ, ils l'ont appelé comme ça, l'organe unique de gestion des élections. Ce calendrier, semble peut-être un peu plutôt caduque. En tout cas, ce n'est pas très actualisé parce que je vois qu'il y a un truc le 2 septembre qui devait être fait le 2 septembre. Peut-être que c'est fait, nous on ne sait pas. On n'est pas au courant. Nathalie Sidibé, peut-être je vous poserai la question en premier. C'est quoi votre point de vue par rapport à la mise en place accélérée? Est-ce qu'il faut peut-être juste mettre en place les textes, les dispositifs avant même de concrétiser, d'opérationnaliser cet organe-là après les élections de février 2022? Ou vous pensez qu'il faut aller tout de suite à la mise en place de cet organe et l'opérationnaliser avant même d'aller aux prochaines échéances? Alors, ça dépend déjà du temps, de la durée de la transition. Si il est clair que c'est dans 6 mois. Oui, si l'on pense que toutes les conditions sont réunies pour opérationnaliser cet organe-là et aller aux élections en février 2022, pourquoi pas? Mais si le temps ne peut pas suffire, parce que
quand même, la durée de la transition, c'est connu. Et donc, si le temps ne peut pas suffire, je pense que c'est mieux d'ignorer, d'attendre qu'un pouvoir soit élu, voilà, démocratique soit élu et que, voilà. Donc, vous pensez qu'il n'y a même pas possibilité d'aller au-delà de février? C'est même pas bien. Pourquoi? Alors, je ne dis pas que c'est pas bon d'aller au-delà de la durée ou de ne pas aller au-delà. Et je pense que c'est un engagement qui a été fait. Il y a ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui se sont engagés auprès des populations, auprès des partenaires internationaux, comme quoi la durée de la transition, c'est 18 mois. Maintenant, si ils trouvent nécessaire d'aller au-delà de ces 18 mois, je pense que ça doit être une décision consensuelle. C'est-à-dire qu'il faudra, puisque la durée de 18 mois, la durée de 18 mois a été adoptée par le peuple, si je peux le dire ainsi, à la suite de la validation de la charte. Et maintenant, si on doit aller au-delà de 18 mois, donc il faudra vraiment s'asseoir avec les forces vives de la nation, décider ensemble. C'est prévu, je pense, lors des assises. Je pense que oui, au donc cours des assises nationales, il sera question donc, c'est aux forces vives de la nation maintenant de dire que voilà, les 18 mois ne suffisent plus. Voilà. Allons-y. Voilà, nous pouvons aller jusqu'à... D'accord, ok, ça marche, c'est très bien compris. Dora Diarra, lors de ces assises nationales dont je parle, il y aura certainement les forces vives de la nation qui seront invitées et il sera question certainement de la prorogation, de la transition, je l'espère bien. Vous, concrètement, est-ce que vous pensez que ce calendrier qu'on a vu tous sur les réseaux sociaux, l'organisation des élections, est-ce qu'il est aujourd'hui temps d'aller vers cet organe-là ou bien peut-être qu'il faut attendre? D'abord, je crois que la question, c'est la pertinence de l'organe unique des élections. Pourquoi il faut aller à un organe unique des élections et maintenant? Pourquoi? Ça n'a pas été une demande, je pense que c'était une demande de plusieurs groupements et partis politiques à l'époque. Disons les choses clairement. Disons les choses clairement. Quand on instituait la CENI, c'était aussi pour répondre à ces besoins-là. On a dit on n'a pas confiance à l'administration, parce que l'administration est dans les mains de ceux qui sont au pouvoir. Donc, créons une organisation carrément indépendante chargée de l'organisation des élections. Mais le contenu, c'était quoi? Cet organe n'est même pas capable de contrôler, fait seulement un travail de supervision des élections. Des élections. Donc aujourd'hui, après plusieurs tentatives, après plusieurs échecs, plusieurs difficultés, les Maliens avaient déjà commencé à comprendre le système électoral qui était déjà en place. Les Maliens avaient déjà commencé à comprendre, mais CENI là à peu près, qu'est-ce que ça veut dire? La DG, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, et avaient déjà commencé à comprendre le rôle des uns et de ces organisations-là. Et des analyses critiques sont sorties pour améliorer le rôle de ces différentes structures qui organisent les élections. Maintenant, à 6 mois de la fin de la transition, on veut amener un nouveau système pour les Maliens. Un système avec lequel les Maliens doivent choisir ses députés, son président de la République, sa présidente de la République. Mais moi, je dis en réalité, les gens doivent avoir le courage de dire qu'est-ce qu'ils veulent honnêtement. Parce que non seulement le temps imparti pose un problème, ça c'est un, deux, la pertinence même est bel et bien discutable. Pourquoi le temps imparti pose problème? Parce que 6 mois, selon même les calendriers qu'ils ont fait, mais quand on voit, c'est seulement à quelques temps avant les élections. On va prendre combien de temps après cela pour que les Maliens puissent comprendre ce système-là? Moi, je dis aujourd'hui, vraiment aujourd'hui, il n'y a pas lieu de créer une nouvelle institution, de créer une nouvelle structure chargée des élections. Aujourd'hui, il est question de rendre plus efficace avec les analyses, avec les critiques, avec les réflexions qui ont été faites déjà par des experts, par des acteurs, par la société civile, sur les organes déjà existants.
Donc, je crois que c'est ça. Maintenant, si on veut faire un travail de 10 jours alors qu'il ne reste que 4 jours, ben bien sûr, ça veut dire que quelque part, on a envie peut-être d'aller au-delà. Mais quand vous-même vous avez posé la question, mais certainement que la question va se poser lors des assises nationales, je crois qu'on aura l'occasion d'en parler profondément. Mais, eh bien, les débats, faut-il prolonger ou ne faut-il pas prolonger aujourd'hui, ce n'est pas notre préoccupation essentielle. Notre préoccupation essentielle, c'est à 2 niveaux. Le premier niveau, qu'est-ce qui nous a amené dans cette situation extraordinaire? Le Malien était fatigué d'une situation et est sorti pour demander un changement. Ce changement-là n'est pas encore venu. Est-ce que ceux qui sont là, qui gèrent aujourd'hui, qui ont la réalité du pouvoir aujourd'hui, sont capables de nous apporter ces changements-là? À 18 mois, s'ils ne sont pas capables de faire ça, pourquoi reconduire une équipe qui ne gagne pas? Une équipe qui gagne, il faut la reconduire, mais une équipe qui ne gagne pas, pourquoi la reconduire? Ok, on ne sait pas d'abord parce qu'il y a juste... ils sont arrivés quand même, il y a juste quelques... Les Bambara disent quelque chose là. Les Bambara disent quelque chose là. Voilà. Je vais vous rappeler un proverbe Bambara. Une nuit qui sera bonne là, agréable. Depuis le petit soir, depuis le crépuscule, il y aura des signes. Ok. Abdelaziz Oumar Diallo, rapidement, votre point de vue sur ce calendrier de mise en place de... Oui, quand on essaie, il faut être souvent, il faut être optimiste. Il faut regarder les choses en face. Comme il a dit, il a posé une question qui me permettrait de rentrer dans les vifs du sujet. Il dit qu'est-ce qui a amené les Mali là où nous sommes aujourd'hui? Tout est parti des élections. Toute la question est partie des élections, si j'ai bonne mémoire. Oui. Maintenant, les DENI, les dialogues nationaux inclusifs, qui a regroupé plusieurs participants, tout le monde a reconnu qu'il faut créer un organe unique. Tout le monde l'a reconnu. L'opposition a reconnu, la majorité a reconnu. Même ceux-là qui n'ont pas pris la nécessité de créer un organe unique. Maintenant, l'organe unique, pourquoi à son temps les gens ont demandé de créer? Parce que Ibeka était en fin du mandat. Donc, il ne pouvait pas avoir... aucun truc, aucune manière de changer pour revenir. Donc les gens pensaient à ça. Maintenant, puisque Ibeka est parti, n'est plus là, donc il y a une transition qui s'impose. La transition est venue, Choguel aussi aux commandes. Maintenant, Choguel, le problème c'est quoi? C'est que les gens les gens ne font pas confiance l'un en l'autre. Parce que pour les gens, Choguel, le gouvernement qui est en place, ils vont rouler pour eux-mêmes. Une fois qu'ils vont mettre l'organe unique en place, ils vont rouler. C'est des hommes politiques. Parce que c'est des hommes politiques qui vont rouler pour eux-mêmes. Donc tous les problèmes se situent à ce niveau-là. Sinon aujourd'hui, il est important d'aller vers un organe unique. Il n'y a pas de problème. Maintenant, ce que moi je dirais au Premier ministre, à la classe politique, souvent, il ne faut pas, quand vous êtes en négociation, souvent il faut laisser certaines choses pour que vous puissiez avancer. L'organe unique, c'est très simple. Si la classe politique ne veut pas de cet organe unique-là tout de suite, le gouvernement veut de cet organe unique-là. Choguel tient à cet organe unique-là. On le voit dans ses actions. Et vous pensez que c'est pourquoi il tient? Non, parce qu'il veut juste répondre favorablement à la demande populaire. Maintenant, c'est très simple. L'organe unique, il a déjà fait sortir un chronogramme qui, d'ici le 10 octobre, l'organe unique sera mis en place. Donc, il va rester 3 mois pour le mode opératoire, son fonctionnement. Il n'y a pas de problème. On lui dit, on va laisser que vous créez l'organe unique, la classe politique pour lui donner cette chance-là. Mais cet organe unique-là n'organisera pas les élections présidentielles. Okay. On vous donne la chance de créer l'organe unique, de continuer à créer l'organe unique. C'est votre proposition. Ma proposition. Okay. Donc l'organe unique, vous allez créer. Mais on va renforcer la CENI qui existait. On va mettre tous les experts du ministère de l'administration territoriale au compte de la CENI, de la CENI pour organiser les élections. Alors, si ce n'est pas pour organiser les élections, non, j'arrive. Non, il faut commencer. Il faut commencer quelque chose. Oui. Il va mettre l'organe unique. Il va commencer à mettre l'organe unique pour les élections présidentielles. Maintenant, on ne peut pas, pour ne pas coupler les élections présidentielles et législatives, les législatives qui vont venir, l'organe unique va organiser les élections législatives, il n'y a pas de problème. Là, on sortira complètement des systèmes de clivage. C'est fini, c'est ce que moi je veux. Donc, parce que plus chacun va se cramponner sur sa position, on va le faire, on ne va pas le faire, on ne va pas avancer. Maintenant, il faut que chacun laisse une partie pour que nous puissions avancer vers l'autre côté. Nathalie Sidibé, on a vu qu'il y a un certain nombre de regroupements politiques, de partis politiques qui ont dit, nous on pense que les élections sont tenables à date échue.
Et il y a aussi cette histoire d'organe unique de gestion des élections. Ce même groupement politique demande son annulation pure et simple. Vous, qu'est-ce que vous en pensez réellement? Est-ce que vous pensez que ce consensus dont vous parliez tout à l'heure, est-ce que ce consensus est encore possible? Puisque ces groupements, je pense à Asma, Yelema, je crois bien, et entre autres, il y a même Ensemble pour le Mali, qui font partie de ces regroupements politiques-là. Comme je l'ai dit, les 18 mois de la transition, c'était une décision consensuelle. Et oui, je peux le dire ainsi. Même non, si, non, même le 18 mois, ce n'est pas consensuel. C'est la communauté internationale qui a imposé les 18 mois. Et lors des assises, les gens ont acté. Et le Mali était d'accord. Était d'accord, voilà. Donc, oui, mais si on est d'accord, ça veut dire que c'est consensuel parce qu'on pouvait aussi dire non. C'était consensuel au moment où les interlocuteurs et la communauté internationale se sont mis d'accord. Les gens ont dit non, mais le Mali n'avait pas les choix à son temps. Donc, du coup, tout le monde s'est engagé. À partir de là, comme quoi, c'est 18 mois. C'est clair. Alors, maintenant, si on doit, comme je l'ai dit, si on pense que, vu tout ce qui se passe, il faut vraiment prolonger peut-être de 2 mois, de 3 mois, de 4 mois, ça doit être consensuel aussi. Donc, ce sont ces mêmes personnes-là qui doivent parler, qui doivent échanger pour voir... Oui, c'est là possible, Nathalie. Je pense que c'est possible. En fait, le problème... Si réellement nous sommes tous d'accord que nous combattons c'est-à-dire que nous luttons pour le développement, nous travaillons pour le développement du Mali, je pense que nous avons tous cet intérêt commun là, donc on doit vraiment concilier les positions. D'accord. Voilà. Donc si vraiment c'est pour le Mali, je pense que rien ne doit nous empêcher de nous mettre d'accord sur quelque chose qui va vraiment nous permettre d'avancer durablement bien. Durablement, je le dis, parce qu'on veut vraiment, c'est-à-dire on est fatigué de toujours revenir en arrière. Donc, du coup, il faut prendre le temps qu'il faut. Le temps qu'il faut pour réformer, pour travailler le Mali. Je ne dirais pas le temps qu'il faut, parce que, en fait, ce que je vais dire, c'est qu'on doit se mettre d'accord pour le Mali, que chacun puisse quand même abandonner certaines idées. Quel que soit le temps que ça va prendre, c'est ça ma question en fait. Alors, ne me fais pas dire ce que je ne veux pas dire. Alors, il faut se mettre d'accord sur c'est-à-dire il faut se mettre d'accord si on doit prolonger ou pas. Ok, c'est-à-dire que moi, ce qu'il faut dire, eh bien, les gens doivent comprendre cela. Les dialogues nationaux inclusifs, il y a beaucoup d'histoires, je ne veux pas rentrer, mais ce n'était pas souverain. Donc ça veut dire que les conclusions... Le M5 avait participé ou pas? Non, le M5 n'était pas encore créé. C'était pas souverain. C'était l'opposition à son temps. Parce que tout le monde n'était pas souverain. Pas seulement tout le monde était, parce que le président de la République à l'époque a été clair. Il a dit que les conclusions de ces dialogues ne seront pas imposées. Parce qu'il avait bel et bien compris... Voilà, bon, exécutoire, je vais dire imposé. Okay, je préfère pourquoi? Parce qu'il avait peut-être eu peur que les gens, lors de ces dialogues-là, ne demandent pas... Et je pense que les assises nationales, là, je pense que les recommandations seront exécutoires. Ne veut pas dire souverain. Ne veut pas dire ça. Les gens préfèrent jouer avec des mots. Moi, je veux dire que ça veut dire quoi? Que ce n'est pas parce que le dialogue a tiré une conclusion et que cette conclusion-là doit être aujourd'hui appliquée coûte que coûte, va que va. Moi, je dis que non. C'est-à-dire que la question... Mais à quoi va servir que les gens se retrouvent? Non, je vais vous dire quelque chose. C'est pourquoi quand on va parler des assises nationales, on va... Il faut en parler déjà. Donc, je veux tout simplement dire que vraiment, on doit comprendre que tout ce que nous devrons faire aujourd'hui, on doit avoir un seul objectif en tête. En quoi cela peut nous aider à améliorer vraiment la situation du pays? C'est ça la question. Les élections, oui. Les élections, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Mais avant les élections, il y avait beaucoup de problèmes. Les Maliens étaient partout, au Mali, à l'extérieur, mobilisés pour demander vraiment des changements par rapport à des questions bien précises. Mais les élections, comme j'ai dit, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Donc aujourd'hui, si nous ne faisons pas attention et qu'on organise, parce que ces questions n'ont pas été réglées d'abord, les questions
d'insécurité, les jeunes de Gao contre l'aménagement, les jeunes de Badlabou contre les G5, l'installation des G5, les malais de la diaspora pour les documents administratifs, les enseignants. Le nouveau régime. Je veux tout simplement dire que ces problèmes ne sont pas encore réglés. Et si on va aux élections, si on va aux élections, eh bien, avec déjà des suspicions, eh bien, les mêmes expériences, dans les mêmes conditions, provoqueront forcément les mêmes résultats. Les mêmes causes. Bon, les assises nationales, on va discuter de ça, on va discuter de l'opportunité de changer la constitution aujourd'hui. La transition, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, parce que je ne sais pas si c'est une transition, c'est quand tu quittes une situation, eh bien pour une autre situation, c'est ça la transition. Non, on est en train d'aller vers les élections. Moi, je ne sais pas, mais ce que je peux dire tout simplement, aujourd'hui, ils doivent comprendre qu'ils ont 3 missions fondamentales. La première mission, c'est d'apporter la sécurité partout au Mali. La deuxième mission, c'est bien de rendre justice. Et la troisième mission, c'est d'organiser des élections crédibles. Je pense que le PAG, le plan d'action gouvernementale, a décliné. Mais vous savez, les plans, les programmes, les politiques, vraiment, tout est théoriquement bien ficelé. Mais tout cela n'est pas faisable dans le temps que nous restons. Mais si vous n'amenez pas la sécurité, comment est-ce que vous pouvez organiser des élections? Il faut être réaliste. Baba, il faut être réaliste. Ces élections-là, c'était comment? Ces élections ont créé quoi? Il faut être réaliste. Quel qu'en soit le temps qu'on donnera au gouvernement qui est en place, même si c'est 10 ans, je dis bien bel et bien 10 ans de transition, ils ne peuvent pas amener la sécurité à hauteur de cieux comme nous le voulons. Oui. Donc si nous pensons que... Pourquoi vous avancez cela? Parce que la situation dans laquelle nous sommes, le terrorisme, nous sommes dans un complot international. Complot international. Mais ici, il suffit de voir l'aménagement sur le sol malien. La force Barkhane est sur le sol malien. Takuba est sur le sol malien. Vous pensez que... Ce n'est pas des complices. Mais on ne peut pas avoir... C'est plutôt des complices de l'État malien. On ne peut pas avoir tout ce beau monde-là sur un territoire et que tous les jours, c'est-à-dire que l'État se réduit. Donc il y a quelque part, quelque chose ne va pas. Donc, quel que soit le temps que nous allons donner à ce gouvernement, par la transition, il ne peut pas amener la sécurité à hauteur de suite. Donc, ce que je veux dire, par rapport aux assises nationales pour la refondation, si les gens pensent qu'il faut se retrouver pour parler du Mali et que la solution c'est dans ça, il n'y a pas de problème. Mais les assises là vont créer d'énormes problèmes. Quoi? Les problèmes que les assises vont créer, c'est quoi? C'est que vous allez voir, dans ces assises-là, Choguel a dit un aspect, il dit que les conclusions des assises seront exécutoires sur le gouvernement en place, mais aussi sur le pouvoir à venir. Dans ces assises-là, sûrement, probablement, les gens vont demander de négocier avec les terroristes, les gens vont demander de revoir l'accord d'Alger, les gens vont demander de prolonger la transition, les gens vont demander beaucoup. Maintenant, quand vous allez essayer de voir... Votre point de vue, c'est quoi? Mon point de vue, c'est quoi? Si les gens pensent qu'il faut se retrouver pour parler de la refondation et qu'on peut se trouver la solution, par rapport à ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a problème parce que ça ne peut pas être exécuté. Même si majoritairement, les forces vives de la nation invitées à ces assises nationales décident, ou en tout cas acceptent que la transition soit prolongée et que la durée de la transition soit prolongée et qu'il faut que ces décisions ou ces recommandations soient exécutoires. Mais les PM a répondu à votre question. Les PM dit que toutes les décisions sont exécutoires. Une fois que les gens vont demander... Mais si c'est validé par les forces vives de la nation, ça peut ne pas être validé non plus. Une fois que selon les PM, une fois que c'est validé par les assises, il n'y a pas de problème, c'est prolongé. Voilà. C'est prolongé, c'est ça les dangers. Donc les forces vives ne sont pas légitimes, ils sont bel et bien légitimes, mais pour aller parler de la prolongation de la transition, alors que nous avons pris un engagement au niveau international, c'est pour remettre encore la crédibilité du Mali, la crédibilité du Mali en jeu. C'est-à-dire qu'il faut ajouter juste quoi. Souvent, on pense que les choses sont extrêmement compliquées. C'est pas compliqué. On peut amener bel et bien la sécurité partout au Mali et ce n'est pas extraordinaire. Comment? Je vous assure. Je vous explique. D'abord, les dialogues, et je veux que les assises nationales n'invitent pas tous les Maliens à table. C'est clair. Quelqu'un avait dit un moment,
C'est Eh difficile. bien, quelqu'un avait dit un moment, quand je dis tous les Maliens, je veux dire toutes les sensibilités. Quelqu'un avait dit un moment, eh bien, que le gouvernement va s'engager dans un dialogue avec ceux qui sont appelés aujourd'hui des terroristes. Ceux qui sont appelés aujourd'hui des terroristes. C'est des groupes armés terroristes. Non, j'ai dit ceux qui sont appelés aujourd'hui des terroristes parce que... Donc, vous savez pas des groupes armés terroristes. J'ai dit ceux qui sont appelés. Moi, je mesure bien. Je mesure bien. Vous les appellerez comment? Parce que je sais que beaucoup d'autres sont des terroristes, mais qui ne sont pas appelés terroristes. Ok. Voilà, c'est juste une façon mais ceux qui sont terroristes sont terroristes. de dire que on nous a demandé de discuter avec certains parce que eh bien, ces gens-là ne sont pas pour eux des terroristes. Mais, Ils sont des Maliens. mais non, même les terroristes, il y en a des Maliens. Mais on nous a demandé de discuter avec certains groupes armés qui ne sont pas des groupes terroristes selon eux. Selon eux, je veux parler de la communauté internationale, dite internationale. Mais on nous a demandé de ne pas discuter avec d'autres parce que ceux-ci-là sont des terroristes pour eux. Donc c'est d'autres-là qui viennent nous dire, ceux-ci-là sont des terroristes, ceux-là ne sont pas des terroristes. Vous pouvez discuter avec ceux-ci, vous ne pouvez pas discuter avec ceux-là. Mais je vais tout simplement dire que... Quelqu'un qui demande l'application de la charia, c'est différent. Mais l'histoire, elle est récente quand même. Je vous en prie, l'histoire est récente. Eh bien, quand il y a eu Aguelhok, ceux qui ont réclamé Aguelhok sont des signataires. Et tout le monde sait que c'était des actes de terrorisme là-bas. Donc, je vais tout simplement dire que si eh bien, les Maliens acceptent, parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont pris des armes, soit pour revendiquer l'indépendance d'un territoire, soit pour demander l'application de leur façon de comprendre l'islam, tous ces gens-là, à 90%, eh bien, sont des fruits nés de l'arbre de la mauvaise gouvernance. Aujourd'hui, si... Ce que je voulais dire à Dora, 30 secondes. Ce que je voulais dire à Dora, on a des millions, on investit des millions pour amener la sécurité, on n'arrive pas à amener la sécurité. Si la solution, c'est d'aller rencontrer ces terroristes-là, discuter avec eux pour avoir la solution, où est le problème? Oui, je suis d'accord. À quel niveau? Le problème se trouve à quel niveau? On va écouter rapidement. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, et vous avez parlé de mission, vous avez dit la sécurisation de de l'intégrité des territoires par les autorités de la transition. Je pense que ça, il faut vraiment pas voir les choses comme ça. Comme il l'a dit, et déjà, ils peuvent pas le faire parce que c'est très difficile. Et la solution n'est pas que militaire. Ça, il faut le savoir. Du coup, je suis d'accord un peu avec ce qu'il dit. D'accord, très bien. Ça marche. Alors, on ne va pas attendre aussi que tout qui est la sécurité sur toute l'étendue des territoires pour tenir les élections. En 2013, l'élection présidentielle a été tenue, mais pas dans toutes les localités. Okay. On n'a pas attendu. Juste 10 secondes. C'était en violation de la Constitution. Oui, mais... Quand vous êtes devant les élections là, les élections, on peut les organiser dans l'insécurité. Les bacs là, c'est le niveau national. Il n'y a pas une zone dans laquelle les gens ne pas. Mais c'était quand même en violation de la Constitution. Comme je l'ai dit, la solution avec ce qu'on appelle aujourd'hui les terroristes et autres là, donc il faudra, si c'est une solution qui va amener la paix durable, il faut le faire. On a vu ce qui se passe aujourd'hui, que vraiment pour combattre le terrorisme, ce n'est pas que militaire. Mais rapidement, on va parler de cette affaire dite équipement militaire de l'avion présidentiel. Nathalie Sidibé, cette affaire, en tout cas, est en train de diviser les magistrats, la famille judiciaire. Vous, aujourd'hui, comment est-ce que vous êtes en train de lire cette affaire-là? Alors, personnellement, je pense que nous avons tous cette volonté à ce que les choses soient claires, transparentes. On l'a dit, la bonne gouvernance, tout le monde parle de bonne gouvernance, n'est-ce pas? Alors, si on pense que ceux qui ont été enfermés aujourd'hui, ils sont coupables de, je sais pas, de malversation, voilà. C'est bien qu'ils puissent répondre de leurs actes, mais avec la manière. Okay. Nous sommes dans une période très très critique où il faut vraiment il faut faire attention. En fait, la justice transitionnelle ne doit pas être une justice de vengeance.
Elle ne doit pas être manipulée, donc, elle doit être impartiale, neutre. Donc, parce que tout dépend de ça. Vous pensez que pour le moment, la forme n'y est pas du tout? Oui, je pense qu'il y a la diffusion, comme tu l'as dit aujourd'hui, il y a la division au sein même des magistrats. C'est parce qu'il n'y a pas eu la forme, certainement. S'il y avait eu la forme, il n'y aurait pas eu cette division-là. D'accord. Voilà. Dora Diarra, vous êtes d'accord que, en tout cas, ce qu'elle dit, c'est que la procédure, elle ne trouve pas ça. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Soumoulou Boubé Maïga a parlé. Il a répondu à des questions. Il a expliqué aux Maliens qu'un dossier est classé. Et les autorités de la transition, les autorités actuelles, ceux qui ont la réalité du pouvoir, eh bien, sont en perte de vitesse par rapport à leur popularité. Ça, c'est évident. Ils sont en perte de vitesse. Les Maliens attendent encore le changement. Et ce que Soumoulou venait de dire, eh bien, portait un coup encore très fort. Mais ce n'est pas les autorités de la transition qui ont classé le dossier. Et c'est ce que je dis. Ce que Soumoulou dit portait un coup. Moi, je ne me contredis pas. Je pense que je suis cohérent dans ce que je dis. Je ne me contredis pas. Donc, eh bien, pour avoir regagné leur popularité, pour que les gens puissent dire non, ça va aller, ça viendra. Alors, c'était en tout cas l'une des rares fois qu'on puisse entendre à la télévision un communiqué pour dire que une telle personnalité est convoquée. On a vu un communiqué à la télévision, moi je suis surpris. Et le lendemain, j'apprends voilà, qu'il y a eu mandat de dépôt. Bon, de toutes les façons, vraiment la justice... On va revenir avec... Ok, d'accord. Maintenant, il faut voir les choses. C'est-à-dire que cette affaire, quand la procédure... La famille... Est-ce que vous pensez que c'est une instrumentalisation? Non, non, moi je ne rentre pas dans cette question d'instrumentalisation. Je ne suis pas juriste, je ne maîtrise pas la procédure. Mais ce que je sais qui est visible à l'ONU, c'est que la famille judiciaire, pour la première fois en tout cas, cette affaire divise la famille judiciaire. Fondamentalement, cela veut dire que quelque chose ne va pas quelque part. Exactement. Ça, il faut reconnaître ça. Maintenant, quand vous essayez de voir même la façon dont les choses sont enclenchées, un flash spécial, le flash spécial, en général, vous êtes le directeur de la télé, c'est pour les événements forts. Pour annoncer un flash spécial, pour annoncer que l'avion présidentiel, le dossier n'est pas encore classé. Le lendemain, on invite quelqu'un, on l'écoute. Pour les affaires de milliards, quand on a l'habitude de voir, c'est long. C'est-à-dire qu'on commence à 8h, c'est jusqu'à 16h. Une affaire de milliards j'ai une affaire de milliards, c'est trop long. Mais ça n'a pas dit, l'interrogatoire n'a pas duré, et puis on le place sous mandat. Et c'est grave. C'est le procureur, l'adjoint du procureur général, l'avocat général, de la même institution qui sort, non par médias interposés ou bien via un communiqué de presse, pour dire qu'il n'est pas d'accord avec la procédure. Donc nous, citoyens lambda, qui ne connaissent pas en droit, on sait réellement quand même quelque chose ne va pas quelque part. Donc il faut que vraiment la famille judiciaire puisse se retrouver pour se comprendre par rapport à la procédure. Si la procédure est mal faite, qu'on libère. Soumoulou aujourd'hui, il a plus à gagner au Mali que de fuir. Quelqu'un qui veut devenir un président, il ne va jamais oser fuir. On aurait dit juste confisquer son passeport. Pour dire que alors, Nathalie, le mettre en résidence surveillée, c'est fini. Voilà. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il ne peut pas fuir. Non, comme il n'est pas... On ne peut pas mettre quelqu'un en résidence surveillée sans décision de justice. Mais ça aurait quand même été mieux que de le... Banda a été mis en résidence surveillée. C'est extrajudiciaire, c'est illégal. Oui, quand même, ça aurait été mieux que de le conduire à la maison centrale quand même. Donc voilà, on continue toujours, Nathalie Sidibé, avec cette affaire dite des équipements militaires et de l'avion présidentiel. Aujourd'hui, il y a certains conseils, on vient de l'apprendre, qui n'ont pas du tout accès au dossier pour traiter le fond du dossier. Est-ce que cela vous interpelle réellement? Alors, je pense qu'on doit tout mettre en œuvre déjà pour que la situation puisse être résolue. Et donc pour cela, je ne vois pas pourquoi on va empêcher les uns et aux autres d'accéder à des documents qui pourront nous amener à vraiment dépasser cette situation, quoi. Voilà. Dora Diarra, pour certains magistrats, je pense notamment à ceux de l'association malienne des procureurs poursuivants, je pense à la RFSIMA, la référence syndicale des magistrats,
qui dénonce une procédure irrégulière et anticonstitutionnelle. Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire que le problème même, c'est ça. Comment je vois les systèmes de lutte contre la corruption et la fraude au Mali, j'ai comme l'impression que c'est pour, en réalité, encourager, faciliter, en tout cas, à des gens qui sont plus rusés de faire de la fraude. Sinon, on pouvait quand même faciliter les choses quand il s'agit de la dénonciation. Je ne dis pas qu'il faut faciliter les mandats de dépôt, mettre les gens en prison comme ça, mais quand il s'agit de la dénonciation, les choses devraient être beaucoup plus faciles. C'est ce qui nous amène souvent même à se poser des questions pertinentes. Parce que même là, même malgré toute cette situation-là, c'est très difficile d'avoir accès à des dossiers, d'avoir accès à des situations. Ce qui s'explique par le simple fait que certains font abus de pouvoir ou ont trop de pouvoir. Ok. Blazou Mardiallo, on va parler certainement de cette affaire-là aussi, de cette autre affaire qui est dite avion cloué au sol. Le procureur près du tribunal de la commune, près du tribunal de la commune 3, je crois à l'époque, qui est l'actuel ministre de la Justice, je crois bien, avait demandé à ce que les Maliens qui détiennent des informations concernant cette affaire-là, de lui faire parvenir ces informations-là. Où est-ce que nous en sommes? On est dans une autre affaire aujourd'hui qui est dite équipement militaire et avion présidentiel. Pourquoi cette justice à deux vitesses? Non, maintenant, le problème c'est quoi? C'est que si on engage une procédure judiciaire, il faut aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, ils ont Boubé inculpé dans un dossier et il faut qu'il soit dans son droit aussi. Son droit, c'est quoi? Ça, que le maximum, quand même, son avocat et ses conseillers doivent avoir accès au dossier. Ça, c'est si vous engagez. Nous sommes dans la refondation de l'État. La refondation de l'État commence par l'équité. Si nous pensons qu'il est pour quelque chose, il faut engager une procédure judiciaire. La procédure va jusqu'au bout. Maintenant, par rapport à l'affaire des avions coulés au sol, effectivement, le dossier a été ouvert par le procureur qui est aujourd'hui ministre de la Justice et qui avait même demandé s'il y a des gens qui détiennent des preuves, de venir s'exprimer par rapport à la question. Donc on attend. Il est aujourd'hui ministre de la Justice, il est capable de... Il est capable quand même... Non, un ministre de la Justice, c'est ça, il faut que nous arrivions à faire l'indépendance. Le ministre de la Justice il ne peut pas avoir une pression extraordinaire sur les magistrats. Un magistrat peut dire non à un ministre de la Justice. Le ministre de la Justice, c'est le procureur qui le nomme. Oui, le parquet général. Le procureur qui le nomme, mais il ne peut pas. C'est-à-dire que ne soyons pas pressés. La justice, souvent, elle est très lourde. Elle est très lourde. Parce que pour avoir beaucoup de preuves, pour pouvoir inculper quelqu'un, ce n'est pas du tout facile. Donc, les gens de la transition... Les enquêtes sont en cours. Les gens de la transition même ne doivent pas aller très vite, hâtivement, ce n'est pas du tout bon. Sinon, ils risquent de se faire des ennuis pour absolument rien du tout. Donc, c'est une lutte implacable qu'ils ont promis. Et cette lutte implacable doit aller avec la procédure normale qu'il faut pour pouvoir arriver à l'objectif recherché. On ne pouvait pas incriminer certains et une justice à double vitesse. Pas du tout bon. D'accord. Nathalie Sidibé, on va parler rapidement de cette tuerie de 10-11 juillet 2019, je crois bien, ou c'est 2020 plutôt, je dirais. Cette affaire-là est en train de... En tout cas, il y a des auditions qui sont en cours, des interpellations en cours. Et le M5 aujourd'hui est au pouvoir, dirige le gouvernement. Aujourd'hui, quelle est votre impression sur cette question-là? Alors, déjà, le M5 tenait à ce que la justice soit faite par rapport à cette question-là depuis pas mal de temps. Et maintenant qu'elle est au pouvoir, elle est à la primature, donc elle a tout le temps et toutes les capacités de pouvoir en tout cas, beaucoup de clés en main. Exactement. Et donc, mais cette recherche de justice doit être vraiment impartiale. Parce que cette affaire, il y a beaucoup de responsabilités. Et ces responsabilités doivent être situées pour que chacun puisse, et tous ceux qui sont responsables, puissent vraiment répondre de leurs actes. Donc, on doit pas se dire que, bon, voilà, puisque ces gens-là sont du M5, ils vont pas être jugés. Parce que c'est nous qui sommes au pouvoir. On va juste juger cette partie-là. Mais la justice, comme je l'ai une fois dit,
transitionnelle, la justice transitionnelle doit être impartiale, neutre. Merci beaucoup. Rapidement, chacun va donner son point de vue sur la question. Ça les tueries. Les tueries, je crois que l'ouverture du dossier était même une condition pour l'actuel Premier ministre de pouvoir participer au gouvernement. Aujourd'hui, il a la responsabilité, en tout cas en tant que Premier ministre. Et la dissolution du CNT aussi. Voilà, bon, et la dissolution du CNT aussi. Le CNT quand même reste là. Mais les tueries... Mais les dossiers ici sont en cours au niveau de la justice. Hein. Bon, d'accord. Les dossiers ici sont en cours, ok. D'accord. Mais moi, je veux dire simplement que les tueries, vraiment, je pense qu'on ne va pas, comme, en tout cas, l'impression que moi j'ai eu personnellement quand on a interpellé Soumaïlou, je ne suis pas en train de dire que Soumaïlou est clean, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas lutter contre la corruption, qu'il ne faut pas arrêter les gens. Mais j'ai dit qu'il faut se méfier d'une justice des spectacles. Une justice des spectacles. Il faut s'en méfier. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire instrumentalisation de la justice à des fins politiciennes. Surtout lors de voilà. Moi, c'est ce que je crains. Donc, sinon, je crois que c'est des gens qui sont bel et bien des justiciables. Ils doivent être jugés. Okay. Donc, vraiment que le dossier aille jusqu'au bout, mais vraiment qu'il n'y ait pas des gens qui soient protégés vraiment dans cette affaire-là. Il faudrait que ça soit une leçon désormais pour même ceux-là qui donnent des ordres ou ceux qui reçoivent des ordres. Okay. Parce que, voilà quoi. Non, je dirais tout de suite à mon cher co-débatteur que c'est loin d'être une justice équitable. Parce que quand vous suivez les PAG même du Premier ministre, c'est une justice sélective. Parce que dans les PAG, le Premier ministre a parlé de tiéries, mais sans pour autant annoncer les gens qui ont donné l'ordre d'aller détruire ces édifices publics. Donc si j'étais à la part du Premier ministre, j'allais engager une procédure non seulement pour les tiéries, mais aussi pour les gens qui ont détruit les édifices publics. Qui ont soutenu les... Qui ont soutenu. Non, mais c'est certain, il faut montrer le mais tout de suite là, qu'est-ce qui va se passer? C'est les gens qui ont tiré qu'on va juger, et les gens qui ont détruit les édifices publics seront libres. Donc ça c'est une justice sélective, c'est chose qui n'est pas du tout normale. Sinon une justice, c'est une justice. Tout le monde est justiciable. Ok, merci beaucoup chers invités. Je vais vous donner une dernière fois la parole pour terminer. Peut-être qu'il y a certainement un sujet important, crucial, auquel je n'ai pas peut-être fait mention en tout cas dans ce débat-là. Donc rapidement, on va commencer par Nathalie Sidibé. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous souhaiterez... Bien sûr, surtout la question relative aux assises là. Et je pense qu'il faut aujourd'hui, comme on parle de refondation bien sûr, et donc c'est les assises qui vont vraiment permettre nous permettre à arriver à cette refondation là. Et donc pour ces assises là, il faut vraiment appeler, il faut que tout le monde soit partie prenante. Quand je dis tout le monde, il ne s'agit pas d'appeler les 20 millions de Maliens à la table, mais il faut que ceux qu'on appelle à la table soient des personnes en qui les populations se reconnaissent. En fait, ils doivent être des personnes vraiment légitimes. Okay. Parce que le problème du Mali, ça a toujours été le cas. C'est-à-dire on fait appel à des gens qui les populations ne se reconnaissent pas du tout. Et c'est difficile vraiment d'arriver à l'objectif recherché. C'est difficile d'arriver à une paix durable. Okay. Donc, il faut vraiment appeler les acteurs légitimes. D'accord. Merci beaucoup, Nathalie Sidibé. Dora Diarra. Moi, j'ai envie de parler de la situation qui devient de plus en plus grave dans les régions de Mopti et Ségou. Je crois que l'insécurité est de plus en plus grandissante, les affrontements entre des groupes, les armes qui circulent, vraiment ça fait beaucoup, ça donne beaucoup à réfléchir. Et les autorités actuelles, elles doivent rapidement trouver des solutions à ces problèmes-là. Quand des gens vont jusqu'à porter des accusations par rapport à la sincérité même des forces de l'ordre de défense, ça c'est grave. Moi je ne sais pas, en tout cas je crois que ceux qui ont la gestion du pouvoir ont suffisamment de moyens, des renseignements plus efficaces pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement là-bas et trouver des solutions. Parce que si le peuple perd la confiance en son armée, ça c'est vraiment grave. C'est grave. Donc j'ai fini par dire que les assises nationales, c'est un mot, les assises nationales,
faut pas que la montagne accouche encore de la souris. Ok, merci beaucoup. Donc maintenant, moi, je vais abondir dans le même sens que Nathalie par rapport aux assises nationales. Maintenant, moi, je fais juste des propositions par rapport à la réussite des assises. Les assises peuvent être vraiment une solution pour le Mali. Mais aujourd'hui, il est important que chacun arrive à faire des concessions. Les partis politiques, comme vous avez parlé, qui ont fait les mémorandums, il y a beaucoup qui ont envie de participer aux assises. Mais plus que le PM a dit, ça serait exécutoire si le gouvernement actuel et le gouvernement prochain, ça peut être une rétention. Donc il est important souvent que le PM retire cette phrase-là et que le président de la transition sorte de son silence. C'est vrai, c'est le PM qui gère tout, mais il faut que le président aussi, pour que les assises soient une réussite, le PM sorte de son silence, appelle ces partis politiques-là, discuter avec eux et donner des garanties pour que vraiment nous puissions aller aux assises. Sinon, la légitimité et la légalité des assises dépendra de la participation de la classe politique, de la société civile, de l'ensemble des forces vives de la nation pour que nous puissions sortir de l'ornière. Mais si la classe politique ne participera pas, mon cher Dora dira encore la même chose qu'il a dit par rapport au dialogue national inclusif. Donc ce ne sera pas souverain. Donc cherchons à ce que les assises soient souveraines. Je l'espère bien. Merci beaucoup Abdelaziz Oumar Diallo. Ce sont en tout cas sur ces notes-là que nous allons mettre fin à ce débat politique. Abdelaziz Oumar Diallo, je rappelle que vous êtes analyste politique au Mali. Et vous étiez également en compagnie de Dora Cheikh Diarra, qui est le secrétaire d'organisation du bureau politique national du parti SADI. Donc vous êtes membre du parti politique SADI. Et nous avons également reçu sur ce plateau Astou Nathalie Sidibé, qui est la présidente de OpenStreetMap Mali. Merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt, chers téléspectateurs. C'était donc Alafia Hebdo, votre débat politique de la semaine.